Bien, dossier numéro 2. Alors, c'est Madame Rose, ostéopo, qui a 66 ans, qui n'a pas d'enfant, et qui vous consulte pour une douleur lombaire basse, apparue brutalement en faisant son lit. Une douleur qui est calmée par le repos, qui disparaît la nuit, mais qui réapparaît dès le lever. Ménopausée à 54 ans, elle n'a pas pris de traitement hormonal de la ménopause, et elle ne suit aucun traitement particulier. Elle a pour seul antécédent une fracture du poignet droit à l'âge de 58 ans, et elle fume un paquet par jour depuis qu'elle a 18 ans. Alors, Madame Rose, ostéopo, ou ostéopo Rose si vous préférez, est en bon état général. Elle pèse 45 kg pour 1,65 m et elle a perdu 2 cm depuis l'âge de 20 ans. L'examen note une douleur vive à la pression de l'épineuse, de L3, et une raideur douloureuse du rachis lombaire. On vous dit que l'examen neurologique est normal, de même que l'examen de la thyroïde, que la palpation des seins et que l'examen gynécologique. On vous donne une radiographie du rachis lombaire de profil, qu'on vous donne pour interprétation. Alors je pense que vous avez vu facilement sur cette radiographie que la vertèbre L3 est fracturée. La définition d'une fracture vertébrale, c'est la diminution de hauteur du mur vertébral, soit le mur antérieur, soit le mur moyen, soit le mur postérieur. En général, le mur postérieur est conservé dans l'ostéoporose, ce qui explique la pauvreté des complications neurologiques. Vous voyez qu'ici, très nettement, il y a une grande diminution du mur moyen, mais également du mur antérieur de la vertèbre. L3. Quel diagnostic évoquez-vous sur quels arguments? Première question. Alors, il fallait bien sûr évoquer une fracture tassement vertébrale. On parle aujourd'hui de fracture vertébrale plutôt que de tassement vertébral. Et en précisant bien qu'il s'agissait de la vertèbre L3. Or, les arguments, une douleur lombaire aiguë, maximale à l'occasion d'un effort de soulèvement, une perte de taille, la diminution de la hauteur sur la radiographie du mur antérieur et moyen de la vertèbre L3. Mais il fallait aussi dire que cette fracture tassement vertébrale était vraisemblablement liée à une ostéoporose post-ménopausique. Vous en aviez plusieurs arguments dans l'énoncé. D'abord, l'existence de douleurs mécaniques et non pas inflammatoires, argument contre une éventuelle pathologie tumorale maligne. Les antécédents de fracture du poignet, ce qu'on appelle la fracture sentinelle dans l'ostéoporose, car elle précède parfois d'une dizaine d'années les fractures vertébrales. Il faut en rechercher la nature ostéoporotique. Et puis les facteurs de risque classiques d'ostéoporose chez cette patiente, que sont le tabagisme et l'IMC faible, que vous auriez pu calculer en divisant le poids par la taille. Et puis, comme argument négatif, contre le diagnostic de fracture vertébrale maligne, vous aviez la conservation de l'état général, l'absence de signes de compression neurologique, je vous ai expliqué pourquoi. Le mur vertébral postérieur est la plupart du temps conservé dans les tassements ostéoporotiques, les fractures tassements ostéoporotiques, et vous n'aviez pas dans l'énoncé d'argument pour une pathologie maligne, comme un antécédent, par exemple, de cancer du sein ou de la thyroïde. Quels sont les autres facteurs favorisants à rechercher? Eh bien, devant toute ostéoporose, vous devez rechercher un certain nombre de facteurs favorisants qu'il faudra éventuellement traiter quand c'est possible. Alors, les antécédents d'ostéoporose familiale, vous savez qu'on insiste beaucoup sur la notion d'une fracture du col fémoral chez la mère ou chez le père pour justifier le remboursement d'une ostéodensitométrie. Les facteurs génétiques jouent un rôle essentiel dans l'ostéoporose. Et puis, les antécédents de corticothérapie prolongée, car l'ostéoporose cortisonique est extrêmement fréquente et doit être dépistée et traitée, prévenue. On va rechercher à l'interrogatoire des périodes d'aménorrhée prolongée, notamment lors d'anorexie mentale ou d'hypogonadisme. Et puis, plus récemment, chez des patients traités pour une endométriose,
ou pour un cancer du sein par un agoniste de la GnRH, ou pour un cancer du sein après la ménopause par une anti-aromatase. On va poser quelques questions sur les antécédents endocriniens de la patiente, notamment l'existence d'une hyperthyroïdie, d'une hyperparathyroïdie, d'une maladie de Cushing. Bon, en général, elle vous l'aura dit spontanément. On s'enquérera des habitudes alimentaires. On lui demandera si elle aime les produits laitiers, si elle boit du lait, si elle prend du fromage, ou sinon on se méfiera de faibles apports calciques. On se méfiera également d'une carence en vitamine D extrêmement fréquente dans la population ostéoporotique, souvent liée à un défaut d'exposition solaire chez une personne âgée. Et vous savez aussi le rôle de l'absence d'activité physique, de la sédentarité sur les risques de perte osseuse et de masse osseuse faible. Mais il y a bien d'autres facteurs de risque dans l'ostéoporose qu'il faudra évoquer. J'ai signalé ici le plus important. Alors, faut-il prescrire une ostéodensitométrie à cette patiente? Et vous devez justifier votre réponse. Alors oui, il fallait prescrire une ostéodensitométrie, ne serait-ce que pour savoir si cette fracture vertébrale était une fracture liée à une ostéoporose post-ménopausique ou si c'était une fracture traumatique. J'ai d'autre part indiqué que cette ostéodensitométrie faisait l'objet depuis juillet 2006 de conditions de remboursement qui doivent être connues du prescripteur et que dans ce cas particulier, il y avait au moins 3 indications remboursables. La fracture vertébrale à la suite d'un traumatisme mineur, c'est-à-dire d'une simple chute de sa hauteur, mais aussi chez cette patiente l'antécédent de fracture du poignet et l'index de masse corporale bas, inférieur à 19 kg par mètre carré. Vous voyez ici les conditions de remboursement de la densitométrie pour un premier examen. Ceci est vrai quel que soit l'âge et le sexe quand il y a une fracture ostéoporotique vertébrale, ici, ou périphérique, notamment le poignet, quand il n'y a pas eu de traumatisme majeur, ni de contexte tumoral. Et puis dans toutes ces circonstances d'ostéoporose secondaire, notamment la corticothérapie à forte dose, supérieure à 7 mg 5 pendant plus de 3 mois, et puis les causes endocriniennes d'ostéoporose, que ce soit les hypogonadismes, l'hyperthyroïdie, l'hypercorticisme ou l'hyperparathyroïdie. Chez la femme ménopausée s'y rajoutent 3 circonstances de remboursement de la densitométrie, notamment l'existence d'une fracture du col fémoral chez son père ou chez sa mère, un IMC bas. On sait que la maigreur, la petite taille sont des facteurs favorisant l'ostéoporose, et puis les causes de ménopause précoce, c'est-à-dire avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause, devant une ménopause précoce, on est en droit de demander une ostéodensitométrie qui sera remboursée. Donc on vous dit qu'à l'examen ostéodensitométrique, le T-score est à moins 2 DS au niveau lombaire, à moins 1,5 DS au niveau fémoral. On vous demande ce qu'est le T-score et comment interpréter le résultat. Alors ce n'est pas très facile comme question, mais je dirais que le T-score, c'est une mesure de l'écart-type, le nombre d'écart-types de la densité minérale osseuse par rapport à la densité minérale osseuse de la population normale, jeune, de référence. Ici, une population caucasienne en France, qui a le même sexe. Donc, c'est l'écart de la densité minérale osseuse de la patiente par rapport à la population jeune de référence. Jeune, en gros, c'est moins de 30 ans. Donc, ça s'exprime en écart-type ou en déviation standard. En gros, un écart-type, c'est de l'ordre de 12%. Donc, si vous avez perdu 2,5 écart-type, en gros, vous avez perdu 25-30% de votre densité minérale osseuse. Et je vous rappelle que l'OMS a défini les paramètres suivants. La densité est normale si le T-score est supérieur à moins 1 DS, et vous avez une ostéoporose si le T-score est inférieur à moins 2,5 DS. Dans ce cas particulier, sur le plan densitométrique, vous avez une ostéopénie, puisque le T-score est compris entre moins 1 et moins 2,5 DS, donc déviation standard.
Quel traitement lui proposeriez-vous? Et on vous demande de justifier votre réponse. Bien, ce traitement était double. Il fallait d'abord traiter la fracture, ensuite traiter l'ostéoporose. Bon, pour traiter la fracture vertébrale, il est conseillé bien sûr une mise en décharge tant que les douleurs empêchent totalement la verticalisation. Simplement, il faut bien savoir que cette mise en décharge doit être la plus courte possible, car une des causes d'ostéoporose dans les facteurs de risque sont les phases d'immobilisation prolongée. Le traitement antalgique est indispensable, car comme toute fracture, ces fractures vertébrales sont extrêmement douloureuses, et on va s'aider d'antalgiques de palier 2, souvent, voire ponctuellement au départ, en l'absence de contre-indication, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on ait besoin aussi de morphine si les douleurs sont rebelles. Cette patiente a une fracture vertébrale de L3. On va s'aider d'un corset d'immobilisation lors de la verticalisation, justement pour qu'elle soit la plus précoce possible et lutter ainsi contre l'ostéoporose d'immobilisation. Donc on s'aidera d'un corset rigide ou lombosta, qui permettra de verticaliser au mieux et plus vite la patiente. Je n'ai pas coté, mais il y a deux éléments qui peuvent être discutés, notamment les massages à visée antalgique à une phase précoce, alors que la rééducation jouera un rôle essentiel plus tard pour lutter contre l'ankylose et la kyphose rachidienne, et puis la prévention thromboembolique, qu'on discutera selon les cas, mobilisation précoce des membres inférieurs, voire héparinothérapie préventive chez les gens qui sont à risque, et si la période de repos est prolongée. Il ne suffisait pas de traiter la fracture, il fallait aussi traiter l'ostéoporose. Donc la correction des facteurs de risque est essentielle, et l'oublier pourrait vous coûter cher. Dans ce cas précis, il fallait recommander un arrêt du tabac, éventuellement avec une aide au sevrage. Recommander un régime riche en calcium si les apports alimentaires étaient insuffisants comme ici, voire une supplémentation calcique médicamenteuse. Recommander une supplémentation en vitamine D si le taux de 25-hydroxyvitamine D était bas, en pratique inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Il fallait conseiller un exercice physique régulier, au moins une marche rapide, 30 à 45 minutes par jour, pour lutter contre la perte osseuse liée à l'immobilisation. Et puis ne pas oublier, chez une personne âgée, la prévention des chutes. Alors, ici, cette patiente avait une ostéopénie densitométrique, ce qui est le cas dans un cas sur deux en présence de fracture. On n'a pas toujours une ostéoporose densitométrique chez une malade qui se fracture. Et donc, il fallait lui proposer un traitement anti-ostéoporotique devant cette fracture vertébrale chez une patiente qui avait par ailleurs eu déjà une fracture du poignet, même si la densitométrie ne montrait pas un T-score inférieur à moins 2,5. Alors, on peut proposer aujourd'hui 3 types de traitements. Les biphosphonates par voie orale ou par voie intraveineuse, les SERM, notamment le raloxifène, ou le ralénal de strontium, qui est le protélos. Il s'agit ici d'agents anti-ostéoclastiques, donc qui inhibent l'activité des ostéoclastes, qui sont les cellules qui détruisent l'os. Il s'agit ici d'un traitement dit découplant, qui stimule un peu les ostéoblastes et freine un peu les ostéoclastes. Donc j'ai proposé de mettre 5 points pour l'un des 3 traitements anti-ostéoporotiques. Alors ceci est indiqué dans ce tableau proposé par l'HAS, qui est la stratégie thérapeutique en cas de fracture. Vous voyez que si la densitométrie montre un T-score inférieur à moins 2,5, vous pouvez traiter avec les 3 traitements proposés. Biphosphonate, raloxifène, ranelate de strontium, il est conseillé de traiter. Mais par contre, en présence d'ostéopénie, il est recommandé de traiter en cas de fracture vertébrale ou de fracture du col fémoral. En cas de fracture périphérique, notamment de fracture du poignet, on proposera un traitement, notamment quand il y a plusieurs facteurs de risque cliniques de fracture ostéoporotique. Donc vous étiez bien ici dans ce cas-là, il était nécessaire de proposer un traitement anti-ostéoporotique. Quels examens biologiques demandez-vous au préalable? Donc il y a un consensus sur le bilan biologique minimum devant une ostéoporose, dont le but est essentiellement d'éliminer les autres causes de fracture vertébrale,
fracture vertébrale maligne, et puis, ou bénigne d'ailleurs, dans l'ostéomalacie, l'hyperparathyroïdie. Alors, ce bilan de première intention, la numération formule sanguine, vitesse, sédimentation, notamment pour éliminer une métastase vertébrale ou un myélome. De même, pour la protidémie, ou mieux, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, pour éliminer un myélome, mais aussi pour évaluer la calcémie. La protidémie est importante pour évaluer la calcémie corrigée. On fera au moins de doute une protéinurie, si on suspecte un myélome à chaîne légère, par exemple. Et puis, on demandera un bilan phosphocalcique sérique et urinaire, comprenant une calcémie, une phosphorémie, des phosphatases alcalines sériques et une calciurie des 24 heures. La créatininémie est indispensable, d'une part pour éliminer une ostéodystrophie rénale, c'est-à-dire une pathologie osseuse métabolique induite par une insuffisance rénale, parfois peu symptomatique, d'autre part parce qu'on ne peut pas évaluer une calcémie plasmatique si on n'a pas une idée de la fonction rénale. De plus en plus, on estime que c'est un traitement de première, que c'est un examen de première intention. On dosera la 25-hydroxyvitamine D, car les carences ou les insuffisances en vitamine D sont extrêmement fréquentes dans la population ostéoporotique et doivent être corrigées. Deux examens ne sont pas systématiques, mais seront proposés en cas d'orientation clinique, notamment la TSH-US, c'est-à-dire l'hormone ultrasensible, la TSH ultrasensible, quand on suspecte une hyperthyroïdie, et puis la parathormonémie, notamment si la calcémie est un peu élevée, si l'on suspecte une hyperparathyroïdie primitive. Septième question. Vous avez décidé d'introduire un traitement par biphosphonate par voie orale. Quelles en sont les contre-indications et les modalités de prise? Question un peu difficile, mais bon, je pense qu'il y a 2-3 choses à savoir sur ces traitements. Donc vous voyez ici les différentes formes commercialisées. Les contre-indications des biphosphonates, c'est essentiellement l'insuffisance rénale et l'hypocalcémie. Donc il faudra corriger une éventuelle hypocalcémie avant de mettre en route ces traitements. En ce qui concerne l'insuffisance rénale, une clairance de la créatine inférieure à 30 ml par minute est une contre-indication classique à ces traitements en raison du risque d'accumulation. L'œsophagite est une contre-indication classique également, et également une précaution d'emploi. Alors, quelles sont les conditions de prise? Les biphosphonates ont un pourcentage d'absorption extrêmement faible, donc pour optimiser cette absorption, il est indispensable de les prendre à jeun, et il est recommandé de les prendre une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner, sans le mélanger avec d'autres aliments, voire d'autres boissons, autres que l'eau. Donc on recommandera de prendre ces médicaments avec grand verre d'eau. Et puis, on leur recommandera à notre patient de ne pas se coucher après la prise du médicament, justement pour éviter le reflux du médicament et le risque d'œsophagite. Donc on leur conseillera de prendre ce médicament et ensuite de rester assis ou debout pour ne pas avoir de reflux et d'œsophagite. Vous avez fait des radiographies du rachis dorsal et vous retrouvez une fracture vertébrale de D7 qui était asymptomatique. Ce qui était le cas dans l'ostéoporose 2 fois sur 3 pratiquement. En tout cas qui passe inaperçu si elle n'est pas asymptomatique. Quel traitement auriez-vous pu proposer à cette patiente? Eh bien, un autre traitement est indiqué en cas d'ostéoporose fracturaire, mais en présence de 2 fractures vertébrales ou plus seulement. Il s'agit du tériparatide ou Forsteo. C'est un dérivé de la parathormone 1,36, qui s'administre en injection sous-cutanée quotidienne et qui est un traitement réservé aux rhumatologues. Donc savoir que ça existe, et ce traitement a une durée limitée à 18 mois. Quelle est la principale complication qui menace cette patiente à long terme? Vous connaissez sans doute la réponse. C'est la fracture du col fémoral. Fracture du col fémoral ostéoporotique qui peut faire l'objet au concours d'un dossier interactif rhumato-orthopédie. Vous savez que cette fracture du col fémoral survient souvent une dizaine d'années après la fracture vertébrale, qu'elle est grave puisqu'elle se complique d'un décès dans 20 à 25% des cas dans l'année qui suit et d'une mise en invalidité qui affecte pratiquement un patient sur 2, 40% des patientes, une mise en dépendance ou en invalidité, et donc sans retour à la situation antérieure. En conclusion,
L'ostéoporose post-ménopausique est une pathologie extrêmement fréquente et elle est silencieuse avant la survenue de fractures. Et donc sa prise en charge a considérablement bénéficié ces dernières années de la diffusion de l'ostéodensitométrie, de l'apparition de traitements anti-ostéoporotiques efficaces et remboursés avant la survenue de fractures, donc en cas de densité minérale osseuse basse et de facteurs de risque clinique d'ostéoporose. Cette question est tombée pratiquement 3 fois lors des 6 dernières années, donc elle est quand même une des questions les plus sortables au concours. Enfin, j'insiste sur la nécessité de travailler l'ostéoporose cortisonique, car la corticothérapie est une cause majeure d'ostéoporose et il faut en connaître les méthodes de prévention et de traitement. Pour terminer, les items abordés sont essentiellement bien sûr l'ostéoporose et puis les rachialgies, différencier une fracture vertébrale bénigne d'une fracture vertébrale maligne, la stratégie d'utilisation des principaux examens d'imagerie, notamment l'ostéodensitométrie. Voilà, merci.